pêcher les truites au printemps, c'est intéressant. Mais arriver à pêcher les grosses truites, à les sélectionner en utilisant différents montages et différentes manières de pêche, c'est encore plus intéressant parce que ça promet de belles bagarres et de beaux poissons. Là, je dépique juste au-dessus de l'anneau. Et ensuite, je l'enfile de manière à ce que ça remonte au-dessus de la palette de l'hameçon. La palette de l'hameçon empêche le verre de redescendre sur la ligne. Comme ça ressemble à un verre qui peut descendre naturellement le courant. Bien marqué, bien en bonne santé. Dans une arc-en-ciel, ça. Là, c'est déjà une truite qui se laisse regarder. Allez. Sérieux, ça. Celle-là, ça c'est une belle. Regarde un peu comment elle est bien tachetée. Tant pis, elle est partie. Quand on enfile un verre, comme j'enfile les miens là, il faut toujours faire attention que la pointe de l'hameçon reste dans le verre. Parce que comme ça, on ne risque pas d'accrocher une branche, une brindille. Parce que dès qu'il y a un bout de bois après la pointe de l'hameçon, on n'a plus de touche.
Fario. Sur le fil ou le multifilament en provenance du moulinet, ici, notre corps de ligne, on met d'abord un flotteur. J'aime bien les flotteurs qui sont fendus sur le côté, comme ça, parce qu'on peut les monter et démonter instantanément, c'est-à-dire qu'on peut en mettre un plus gros, un plus petit, en fonction de la profondeur et de la vitesse du courant. Puis, voilà. Ensuite, un plomb. De préférence, un plomb qui équilibre le flotteur, un seul plomb qui équilibre le flotteur. Ensuite, pour ceux qui le veulent, un émerillon agrafe. Moi, je n'en mets jamais parce que je monte en principe directement sur le corps de ligne. Ensuite, je mets un bas de ligne, mais ce bas de ligne est composé de deux parties. Noué à l'hameçon, un morceau de multifilament entre 8 et 10 centièmes, d'une dizaine de centimètres de long, et ensuite, par un nœud le plus discret possible, un morceau de nylon entre 18 et 22 centièmes qui va se rajouter à l'émerillon et qui constituera le point faible de la ligne, c'est-à-dire que si on reste accroché quelque part, c'est pas le multifilament qui tient 7,7 kg qui va casser, c'est ce morceau de nylon-là qui ne tient que 3,9 kg. Alors ça, c'est une variante possible. Maintenant, il y a d'autres possibilités. Pour celui qui pêche avec un corps de ligne en nylon, à ce moment-là, il faudra qu'il emploie toujours le petit morceau de multifilament devant l'hameçon, mais qu'il prenne un nylon de 2 centièmes moins fort que le nylon du corps de ligne. C'est-à-dire que si vous avez un corps de ligne en 22 centièmes, il faudra prendre un bas de ligne en 20 ou en 18 centièmes. Pour les pêches de printemps, et attraper des grosses truites, il ne faut pas descendre en dessous de 18-20 centièmes parce que, comme on cherche des beaux poissons, on risque d'être très facilement cassé d'une manière ou de l'autre. L'avantage, quand on va pêcher les truites, c'est qu'on n'a pas besoin de s'encombrer d'un tas de matériel. Il suffit de 3 ou 4 pièces possibles pour pouvoir pêcher convenablement pendant toute une journée. Voilà tout ce que j'emporte quand je vais pêcher une journée à la truite. Une paire de pinces multi-usages, c'est important. Ensuite, des plombs mous, j'insiste bien mous, de différentes grosseurs. Un assortiment de flotteurs fusiformes ou ronds de différentes portances suivant la vitesse du courant et la profondeur du courant. Ensuite, pour mes bas de ligne, une bobine de multifilament qu'on n'est pas obligé de prendre si grosse que ça, on peut en enrouler un peu autour d'une petite bobine et d'en prendre 2-3 mètres, ça suffit largement. Ensuite, du nylon entre 18, 20, 22 centièmes, ça suffit, et des hameçons que j'aime bien bleus, tournés sur le côté, à palette, d'une grosseur qui va de 2 à 1,0. Pour certains, un hameçon de cette taille-là, entre 2 et 1,0, ça paraît énorme. Seulement voilà, si vous voulez enfiler, je dis bien enfiler un gros verre, avec un gros hameçon, c'est beaucoup plus facile. De toute façon, le hameçon est à l'intérieur du corps du verre, on ne le voit pas. Ensuite, ça, le deuxième avantage, c'est quand on prend des petites truites qui ne font pas la taille ou qui ne font pas votre taille, à ce moment-là, elles ne peuvent pas avaler le gros verre et l'hameçon. Alors, si on les pique, elles sont prises par le devant de la gueule, elles n'avalent pas tout, et il n'y a pas besoin de faire d'opération chirurgicale. Et les truites, on peut les remettre intactes à l'eau sans les blesser d'une manière quelle que ce soit. Alors, tout ce que je vous ai montré comme matériel, ça rentre dans une petite poche, comme ça. Voilà, et c'est tout l'encombrement que ça donne. Alors avec un petit truc de ceinture comme celui-ci, on n'est pas trop encombré. Avec une boîte de verre dans une autre poche, comme ça on peut se promener tranquillement avec son épuisette et sa canne à pêche. Pour ceux qui pêchent soit en milieu urbain, soit près d'une ville ou d'un village, à ce moment-là il est intéressant d'amorcer les truites parce que
il y a toujours un tas de gens qui jettent à manger des bouts de pain au canard ou de quelque chose comme ça. Et les truites réagissent à une nourriture qui n'est pas leur nourriture habituelle. Et pour ça, j'ai plusieurs trucs, si on peut appeler ça comme ça, pour amener à sortir une grosse truite d'une fosse où normalement elle ne sortirait pas du tout. Seulement, c'est comme pour tous les poissons, il va falloir l'habituer. Alors, qu'est-ce que je peux employer? Ce qui concerne déjà les produits finis. Des pelettes, par exemple, que l'on jette à la fronde, devant la fosse de la truite, et ensuite, on pêche avec des pelettes mous en mettant 5 ou 6 sur l'hameçon. Ça vous évitera d'avoir des petites truites après, parce que si vous mettez un petit hameçon, un pelette, vous aurez une petite truite. Si vous en mettez 5 ou 6 pelettes, la petite truite ne pourra pas la manger, mais la grosse si. Ensuite, si vous n'avez pas de pelette, vous pouvez prendre des pâtes à truite, toutes faites du commerce, qui sont au fromage, qui sont un peu à tout, avec des couleurs différentes, parce que c'est pas dit que aujourd'hui une truite prendra du blanc, du rouge ou du jaune, ça dépend des jours. Et ensuite, il y a mon truc à moi, que j'ai trouvé avec le temps. Il s'agit de trouver du sable, mais pas n'importe quel sable, et ça c'est très important. Ça, c'est du sable de pur calcaire, c'est-à-dire c'est un sable qui va absorber un liquide qu'on met dedans. Et avec ce sable-là, je le mets dans un petit seau et je vais l'arroser avec de l'huile de verre ou de l'huile de poisson ou de crevette, et je vais jeter ça par pincée, soit dans une chute, mais dans le courant, de manière à ce que ça réveille les truites, que ça les mette en mouvement. Parce que là, ils ne trouveront rien à manger, elles ne trouveront qu'une odeur. Et si cette odeur, après, elle est concrétisée par votre appât, la truite, elle trouvera votre appât par la même occasion. Là, j'ai essayé un autre mélange, c'est-à-dire que j'ai mis de la farine pour truite, des pelettes dedans, et je vais mettre un peu de Vormix dessus. Et maintenant, on va voir si on les fait monter avec ça. Normalement, on n'a pas besoin de les faire monter, donc on peut bien mouiller la farine. Là, je vais essayer de les faire monter pour voir s'il y en a beaucoup. Donc la farine, je vais très peu la mouiller, de manière à ce que le nuage parte le plus loin possible. Quand l'eau est très forte, comme ça, comme en ce moment, les truites sont en général toujours au bout des remous. Elles ne sont pas en plein courant parce qu'elles n'ont pas de force à gaspiller après le frais pour rien du tout. Elles se mettent toujours en bout de remous. À peu près là au niveau de mon flotteur, s'il y a une touche à avoir, c'est dans ce coin-là. Surtout dans le contre-courant, quand le contre-courant revient de l'autre côté de la rivière. Quand l'eau est haute, comme ça, en principe, les truites, et surtout les grosses truites, quittent leur profond pour revenir dans des eaux quand même plus animées où il y a plus de nourriture.
sortie de grands remous comme ça, quand les eaux sont hautes, les truites sont souvent à la sortie du remous dans le chenal normal de la rivière. Et il faut prospecter les berges où il y a souvent des branches. Le milieu du chenal est toujours pratiquement réservé aux grosses truites. Dans un coin comme ça, dans un virage, c'est pratique déjà de voir une canne assez longue parce qu'on peut, en se cachant de la vue des poissons, pouvoir quand même voir où est son flotteur et voir s'il y a une touche. Et en même temps, si on ferre, on ne ferrera pas dans les branches parce qu'on peut ferrer très bien en biais. Là, il faut prendre le courant pratiquement à ras de la berge d'en face. Comme ça, le courant va apporter le verre ou l'appât qu'on utilise de l'autre côté de la courbe là-bas, de l'autre côté du virage, juste dans le coin qui est un peu plus profond et où normalement il y a des grosses truites qui se tiennent. Et voilà, tant que j'ai une touche là. Tu vois, juste au début du virage là-bas, il y en avait une qui était embusquée. Dans la boîte, voilà. Elle était juste sous la branche où je pensais qu'il y en a une qui pouvait se tenir. Et viens ici. Bel arc bien dessiné. Belle couleur. Là. Maintenant, je vais passer au milieu du courant, comme j'ai pris celle qui avait sur la berge d'en face tout à l'heure, pour essayer de voir s'il y en a une qui se tiendrait par hasard en plein courant là. Et ensuite, je repasserai sur la berge de mon côté, mais là c'est plus risqué parce que le courant me rabat la ligne sur le bord et si on n'a pas une canne assez grande, on risque de rester accroché assez facilement. L'arbre, c'est bien pratique de se cacher derrière un arbre, seulement pour voir si on a une touche, c'est pas évident. Une touche, je suis accroché, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, une branche. Là, je vais reprendre où j'ai pris la haute tout à l'heure, là, sous l'arbre. Et je vais laisser dériver maintenant. Et le courant doit m'emporter directement dans la cave de la berge d'en face si j'attrape pas s'il n'y a pas une autre touche avant. L'avantage des gros hameçons, c'est que les petites truites, pour les truites moyennes comme ça, ils ne peuvent pas avaler le verre, alors elles sont prises juste au bord de la gueule. Ça fait comme ça, il n'y a aucune difficulté pour les décrocher et elles ne sont pas blessées. S'il est relativement facile de lire l'eau, quand la rivière est petite, pleine de méandres, etc., ça va, c'est pas trop compliqué. Mais quand la rivière arrive en plaine, comme maintenant, où le cours est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus régulier, ça devient beaucoup plus subtil d'interpréter les mouvements de l'eau. Alors ici, on va arriver dans un coin très particulier. C'est un genre d'écluse ça, c'est-à-dire que la rivière va venir ici, là, et le surplus d'eau va partir avec un système pivotant dans le canal de dérivation qui est en dessous, tandis que le cours lui-même de la rivière va passer sous le canal et remonter de l'autre côté du canal. Et ça donne évidemment des postes à truites qui sont excellents. Que ça soit au-dessus, que ça soit dans le canal et que ça soit de l'autre côté du canal. Ici, c'est le canal de dérivation. Pour l'instant, une partie du surplus d'eau passe dans le canal
Ce qui fait que ça nous donne toujours à l'ouverture, quand l'eau est assez forte, des postes à truite excellents, là où il y a le rapide. Le plus gros des trucs qu'il faut respecter, c'est le guidage de la ligne dans tous les cas de figure. Là, j'ai pris très certainement le pire de tous les coins où il y a vraiment un courant, un contre-courant pas possible. La seule chose qu'il faut toujours faire, c'est d'arriver à présenter son appât ou son leurre toujours en premier. C'est-à-dire qu'il faut toujours contrôler le fil au doigt pour qu'il se présente en premier. C'est un des gros avantages des multifilaments, c'est que, comme ils ne sont pas élastiques, quand on les tient au doigt, comme ça, on sent tout de suite s'il y a un poisson qui toque, alors que normalement, on sent les vagues la répercussion des vagues sur le flotteur ou alors le plomb qui toque au fond. Alors dans une eau comme ça, je mets toujours à peu près 3 fois la hauteur d'eau entre l'appât et le flotteur. C'est ici, il y a à peu près 20 cm d'eau, pas plus. Mais pour tenir la ligne étalée comme il faut quand même une certaine distance. 3 fois la hauteur d'eau, c'est vraiment le minimum. Et toujours tenir le fil tendu de manière à ce que, dans le courant, dans le remous, c'est toujours l'appât qui doit se présenter en premier. Allez, les dents qu'il y a là. Et là, comme ça, on voit les traces sur mes doigts d'ailleurs. Un nylon, comme ça, il est scié automatiquement au bout du deuxième poisson. Avec un multifilament, ça n'y a rien fait du tout. Ici, alors, la rivière ressort après être passée sous le canal. Et là-dedans, il faut pêcher dans le trou là-dessous. Il y a toujours des très grosses truites. Seulement pour les sortir de là, c'est pas si facile que ça en a l'air parce qu'il y a toujours plein de branches. Mais là-dessous, il y a à peu près 2 mètres d'eau dans le trou là. Et il y a toujours au minimum 2 ou 3 grosses truites en permanence qui sont embusquées dans ce coin-là.
Ici, c'est une écluse qui se penche avec la poussée du courant. Ça veut dire que si le courant est normal, l'écluse reste pratiquement fermée. Et plus il y a de pression de courant, plus l'écluse se penche vers l'avant, au milieu, de manière à laisser passer le niveau d'eau correspondant. Ce sont des postes à grosse truite qui sont vraiment de première grandeur. Pour pêcher une écluse comme ça, il faut bien connaître où va le courant et ce que fait le courant. Si par exemple je me mets à gauche en bas de la balustrade là, je vais lancer en bas du plan incliné. Le contre-courant va ramener mon appât jusqu'en dessous de l'écluse. Et ensuite, ce contre-courant-là va passer au niveau du premier pilier. Et c'est quand on laisse bien dériver son appât qu'il est souvent pris par une très grosse truite juste à la pointe du premier pilier. Ça, c'est quand on pêche avec un flotteur en dérivant. Alors maintenant, il y a une autre manière de les pêcher là, c'est du toc, mais enfin assez rustique et grossier. C'est-à-dire que le pêcheur doit venir au milieu de la rivière et lancer à travers la chute d'eau. Parce qu'en dessous, il y a un contre-courant où se tiennent les truites sans avoir pratiquement d'effort à faire pour se déplacer. Alors il faut employer un plomb assez gros de 10-12 grammes, lancer à travers le rideau de la chute et ensuite arriver à maintenir l'appât juste où il y a l'eau qui tombe. Là. Et là, on arrive à faire de très très belles pièces. Voilà. Ça, c'est un autre genre d'écluse, elle est beaucoup plus régulière et avec une seule chute. Et là, il faut faire la limite de l'eau blanche. Il y a un remous au milieu, là. Il faut prendre ce remous-là et s'arrêter au niveau du seuil, qu'on voit un peu par transparence, là. Parce que souvent, les fariots sont là. Pas assez de fond. Une chute de ce type-là, il faut lancer le verre juste dans l'eau, avec l'eau qui tombe, de manière à ce qu'il vienne comme s'il descendait la chute. Alors, il convient de mettre le plomb un peu plus près de l'hameçon. Alors on commence toujours de son côté et ensuite on éloigne le tir jusque de l'autre côté de la chute. Je vais lancer un peu plus loin, entre les deux blocs de béton qui cassent le courant. Le verre doit tomber avec l'eau. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas attraper les blocs de béton, parce que ça, c'est assez difficile à sortir. Il ne faut surtout pas retenir ni tirer
laisser dériver le plomb de manière à ce que le plomb roule sur le fond. On peut s'arrêter ensuite au moment du seuil, là, parce qu'après, il n'y a plus rien. Alors ici, on est sur un poste aussi typique. C'est la déviation entre le canal de dérivation et la rivière proprement dite. C'est-à-dire que ça coule d'un côté, il y a un énorme remous de l'autre. Dans ce remous, du côté où ça coule pas, il y a toujours de très grosses truites. Par contre, c'est pas très facile à pêcher. Si on a une grosse, c'est là qu'elle est. Parce que derrière, là, au bout du courant, c'est surtout le domaine des petites. Le courant est très lent et on y fait de temps en temps des truites. Ça veut dire qu'on peut pêcher comme ça. Il n'y a qu'à laisser dériver tranquillement sans s'occuper de rien. Il y a des fois des très grosses truites dans ce parage-là, surtout quand on amorce un peu. Il suffit de laisser dériver tranquillement jusqu'au niveau de la chute et ensuite prendre le remous qui s'en va sur la déviation de la rivière. C'est-à-dire que la ligne pêche toute seule. Et on peut se reposer 5 minutes. On a fait l'année dernière une très grosse, juste à ras de la berge d'en face, il y a une touche. Il y en a une qui a touché sous le pont, là. Ça doit vraiment pas être vilain parce que ça ne bouge pas tellement de place. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Là, c'est minuscule. Tu vois ce que c'était? C'est pas étonnant qu'elle me bouffe les verres à chaque fois. Même en pleine ville, comme ça, dans une rivière ultra canalisée, on peut quand même aussi faire des grosses truites.
Alors que c'est là qu'on les attend en principe le moins, en se disant oui en ville, bon, il n'y a pas grand chose à faire, alors qu'en fin de compte, c'est là qu'on a fait des belles. Par contre, c'est plus embêtant à pêcher, surtout à cause des promeneurs, parce que dans un endroit comme ça, on voit des remous qui se produisent à peu près à 1 mètre du bord. Ça veut dire qu'au fond de la rivière, ici, il y a des gros rochers, plus exactement un banc de roc qu'on ne peut voir que quand l'eau est normale. Ça veut dire aussi que ça sera un poste intéressant parce que souvent il y a des truites qui sont collées le long des cailloux qui sont au fond de la rivière, vraiment parallèles à la rive. Là, dans ce coin-là, il y a une série de remous qui sort toujours, qui est perpendiculaire au courant. Ici, dans le temps, on a dû creuser en dessous une canalisation. Cette canalisation a été dallée par au-dessus ou pavée par au-dessus et ça fait comme une espèce de seuil. Le courant passe par-dessus ce seuil, c'est ça qui provoque les remous. Et ça veut dire que en temps normal et surtout maintenant en temps au printemps, on trouvera des truites devant et derrière cette espèce de petit muret, de petite élévation en pavé qu'il y a au fond de la rivière. Juste au milieu, là, il y a un remous. Ce remous est provoqué non pas par un rocher, mais par une grosse souche d'arbre. C'est un excellent poste à truite au printemps quand l'eau est haute comme ça, mais malheureusement c'est aussi un excellent piège à hameçon, parce que quand on reste dedans accroché, tout le bas de ligne ne reste pas. Là, le long de la berge, de ce côté-ci, la berge a été empierrée pour la stabiliser un peu de manière à ce qu'il n'y ait pas les crues ne partent ni d'un côté ni de l'autre. Mais avec le temps, c'est passé en 1850 par là, une partie de la berge s'est effondrée et sur cette partie de la berge-là sont venus s'encastrer des branches, des herbes. Ça fait qu'on trouve toute une espèce de zone aquatique à végétation assez dense en été. On la voit moins bien maintenant parce qu'on est en début de saison, mais là-dedans, quand on passe près, mais pas trop près parce qu'on reste accroché, là-dedans on peut faire aussi de très belles truites. Là on a un parcours régulier à peu près, mais avec un truc pour les pêcheurs qu'il faut toujours respecter. L'après-midi, les truites vont être sur la berge en face, là, elles seront du côté qui sera à l'ombre. Tandis que le matin, les truites seront de ce côté-ci parce que le soleil viendra derrière et elles seront à l'ombre de ce côté-ci. Quand le courant est à peu près régulier, sans trop d'obstacles en dessous, celui qui veut prospecter la rivière et surtout en pêche à dériver, il faut qu'il lance toujours en pêche à mont, mais que la première coulée se fasse devant ses pieds. Parce que si il prend un poisson de l'autre côté, les poissons qui seront à ses pieds seront partis entre-temps, parce qu'il aura fait trop de bruit. Une fois que cette première coulée-là est terminée, ils vont refaire une ou deux au milieu de la rivière. Et ensuite, la dernière coulée sera de l'autre côté, à peu près à 50 cm, 1 mètre de la rive opposée. Il faut bien voir que au printemps, les truites ne courent pas tellement après les appâts. Elles sont encore fatiguées du frais. Et surtout les belles, elles aiment bien que ça leur passe pratiquement devant le nez. Les petites sont beaucoup plus rapides. Ça veut dire qu'il va falloir bien peigner la rivière de manière à pouvoir passer aux environs immédiats d'une truite qui sera en poste mais qui ne voudra pas se déplacer. Elle se déplacera peut-être de 50 cm, mais plus elle ne fera pas. Et là, il faudra continuer la coulée, ma foi, jusqu'à la limite du pêchable, c'est-à-dire on peut, avec un nylon normal, pêcher à peu près jusqu'à 20 mètres. Par contre, si on emploie un multifilament, comme il n'est pas élastique, à ce moment-là, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller des fois à 50-60 mètres.
avec l'inconvénient, c'est que si on va trop loin et que c'est une grosse truite, si elle a une cache quelque part, on ne pourra pas l'empêcher de joindre sa cache puis de se caler dans les racines. Par contre, si on reste dans les alentours des 25-30 mètres, alors là, on peut toujours, avec un multifilament en tout cas, arriver à la sortir de là-dedans. Et ça, c'est un des avantages de ces fils-là. Maintenant, ces multifilaments n'ont pas que des avantages, ils ont aussi des inconvénients. Quand on reste accroché avec un, bah, ma foi, on ne sait jamais où ça va casser. Ça peut casser au niveau de l'hameçon, mais ça peut casser aussi bien quelque part au milieu du fil. Si on prend le soin de mettre un point de rupture en nylon dans le bas de ligne, avec un morceau de nylon par exemple de 20 centièmes, alors que le multifilament n'en fait que 10, seulement un multifilament de 10 centièmes, ça tient 7-8 kg, un bout de nylon de 20 centièmes, ça ne tient que 3,5 kg à peu près. Donc ça veut dire que si ça casse, même ma foi, il y aura que le bas de l'hameçon, puis un bout du multifilament qui sert de bas de ligne, qui restera au fond. On récupérera le restant. Par contre, pour faire travailler un gros poisson en force, et surtout dans les endroits où il y a relativement du courant et relativement de la vitesse, alors là, un multifilament monté en direct s'impose. Seulement, ça veut dire qu'on connaît déjà le poste d'une grosse truite et qu'on cherche cette grosse truite-là d'une manière bien particulière. Une petite rivière comme ça, bien tranquille, bien calme d'apparence, ça peut aussi se transformer en torrent absolument brutal. Il y a 4 semaines, l'eau arrivait au niveau, juste en haut de la digue d'en face. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau pratiquement ici, jusque sur le chemin pour se promener. Elle n'est pas passée de l'autre côté. Ce qu'on voit de l'autre côté dans le champ, l'eau qu'il y a, c'est le niveau de la nappe phréatique qui a monté, qui est tellement haut qu'il inonde les champs qui sont vraiment à son niveau. Et quand on voit ça, ça veut dire que l'eau, qui est pour l'instant à peu près 50 cm plus haute que la normale, que le niveau de l'eau mettra au moins 1 à 2 mois avant de redescendre à son niveau normal. Et ça, les pêcheurs doivent savoir l'exploiter parce qu'ils savent que tant qu'ils verront de l'eau en face, il y aura les postes de printemps, ce que j'appelle les postes de printemps, seront toujours pêchables. C'est-à-dire que les truites, on pourra les trouver à peu près partout. Il faut quand même faire avec une restriction quand même. Quand il y a une très haute crue, il faut bien faire la différence toujours entre une eau de neige normale et une eau de pluie intense qui a provoqué une crue. Si avec une eau de neige normale, on prend pratiquement rien du tout, c'est le chômage complet. Par contre, à la descente d'une crue avec de l'eau de pluie, et surtout si c'est de la pluie chaude qui vient de l'ouest, à ce moment-là, on peut faire de très très belles pêches. Et même souvent, d'habitude là où le pêcheur a les pieds normalement. C'est-à-dire là à peu près juste en bas quand il y a 30-40 cm d'eau. Ce saule pleureur là, pour moi c'est un bon souvenir en même temps qu'un point de repère. Juste en face là, les arbres font une espèce de toit sur la rivière et il arrive qu'il y ait beaucoup, surtout à l'époque des hannetons, de bestioles qui tombent dans l'eau. Et là, il y a toujours des belles truites qui sont à l'affût là-dessous. Et c'est là que j'ai fait ma plus belle truite. Ici, dans la région, elle faisait quand même 8,1 kg pour une longueur de 98 cm. C'était une bête splendide. Et je l'ai attrapée avec un gros bourdon que j'ai trouvé par terre qui était mort. Simplement en le laissant dériver à la surface.
déformée, ça, vous avez vu, un défaut de fabrication, celle-là. Tout ça, c'est marrant, ils sont presque tous piqués par en dessous ces chamois. Voilà. Voilà. Ah, c'est une belle truite, tu vois. Elle reste là. Allez, on va remettre à l'eau avant qu'elle ait des problèmes. Ça fait plaisir de prendre des truites de cette taille-là.
c'est quand même curieux que les grosses truites se trouvent presque toujours réunies dans un même coin. Dans un coin qui, normalement en été, ne donne rien. Ici, il y a un peu d'eau qui vient de l'affluent, là, et elle se trouve, en fin de compte, en ce moment, dans le rédier qui y a à peu près à 20 mètres plus loin, parce que c'est là qu'elles ont le plus de nourriture qui passe à portée du bec. Là, il faut pêcher juste l'avant du rédier, où c'est un tout petit peu profond, juste avant que ça remonte. Et à partir du moment où l'appât remonte pour passer le rédier, elles sautent dessus. Et ces grosses truites-là, on ne les fera jamais en été dans un coin comme ça. On les fera sous des racines, dans une cave quelconque, bien cachées dans un coin profond ou l'autre, tandis qu'à cette époque-ci de l'année, avec les hautes eaux, on va les trouver surtout sur les coins assez dégagés, mais où il y a un passage de nourriture assez important. Évidemment, c'est un peu plus difficile à pêcher là-dedans que pêcher dans une fosse, parce que sur un rédier, les poissons peuvent être n'importe où. Dans une fosse, c'est quand même beaucoup plus limité. Avec du multifilament, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut ramener les poissons directement à la main, parce que le fil porte tellement belle truite. Vous avez pu voir que dans des conditions de pêche difficiles avec des hautes eaux, on peut prendre des belles truites, en tout cas des grosses truites. Si vous prenez des petites truites, ce qui n'est pas exclu, remettez-les à l'eau. Ces petites truites-là, laissez-les grandir, ça vous permettra des belles pêches, de belles truites plus tard.